Bonsoir, ici Jean-François Lépine. L'année 1995 aura marqué de toutes sortes de façons le 50e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans tout ça, on a très peu parlé de la contribution particulière des Canadiens, de ces milliers de gens, la plupart très jeunes, qui par leur bravoure et leur génie ont permis de mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, le réalisateur Brian McKenna nous présente un nouveau volet de sa grande série documentaire sur le rôle des Canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. On connaît tous la bataille de Normandie. Eh bien, ce que vous allez découvrir maintenant, c'est un aspect plus sombre, souvent plus ignoré de la guerre des Canadiens. La guerre en mer. Une guerre, comme le dit le reportage, qui ne laisse pas de traces, où il n'y a pas de cimetière pour rappeler les champs de bataille. Dans le premier volet de cette série, vous allez découvrir l'histoire vraie d'une bataille qui s'est passée à nos portes en 1939-1945 et dont nous n'avons connu que la légende, la bataille du Saint-Laurent, que le Canada a pratiquement perdu aux mains des Allemands, mais qui a mené à une profonde remise en question de notre façon de faire la guerre. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, les forces navales canadiennes ont emprunté le Saint-Laurent pour participer à la bataille de l'Atlantique. Ils allaient affronter l'ennemi au milieu de l'océan, mais des centaines de marins sont morts ici même, en eau canadienne, leurs navires coulés dans le fleuve par des sous-marins allemands. La bataille de l'Atlantique sera une des confrontations les plus sauvages et les plus impitoyables de toute la guerre. Mais comme dans toute bataille navale, les traces des combats ont été englouties sous les flots. Ici, il n'y a ni cénotaphe ni monument pour rappeler le champ de bataille. Au total, 175 bâtiments de guerre alliés et 5000 navires marchands ont été coulés. 50 000 marins ont perdu la vie. Ça ne veut pas dire grand-chose, perdre plus de 1000 navires. On garde plutôt à l'esprit l'image d'un radeau de sauvetage et de ces types qui rament comme des fous pour s'éloigner du pétrolier en flammes et les cris des matelots quand ils prennent en feu. Pour les marins sur les cargos et les navires citernes, les chances de survie étaient minces. Chaque fois qu'un navire coulait, un marin sur 3 périssait. Les gens pensaient qu'on n'avait pas peur, mais on avait peur tout le temps. C'était quelque chose qu'on devait faire. On devait y aller. C'était notre travail d'y aller. En plus d'envoyer en mer des milliers de marins, le Canada a aussi demandé à des artistes de témoigner de la guerre. Ces artistes n'ont pas versé dans le lyrisme. La sobriété de leurs œuvres illustre le courage et la détermination de ces hommes qui ont su assumer d'énormes responsabilités avec peu d'entraînement et un équipement déficient. Des hommes appelés à contenir l'ennemi pendant les heures les plus sombres de la bataille de l'Atlantique. Derrière la scène des combats, des allégations d'incompétence circuleront pendant toute la guerre. Elles provoqueront le départ de l'amiral en chef du Canada. Mais c'est avec un petit bateau de guerre controversé, la Corvette, que débute l'histoire de la guerre de l'Atlantique pour le Canada. Dans le port d'Halifax, le HMCS Sackville, restauré avec amour par des vétérans et du personnel de la marine, est la dernière des 123 corvettes canadiennes. Barry O'Brien est devenu capitaine de corvette durant la Seconde Guerre mondiale. Desmond Pierce, un officier de carrière, un capitaine de destroyer, accédera éventuellement au rang d'amiral. Ce bon vieux canon de 4 pouces, Davy.
le protecteur des corvettes. Debbie Pierce a vécu son enfance à Halifax, au milieu des marins. Durant son adolescence, il passait ses étés dans les cadets. Mais ses parents sont quand même surpris lorsqu'en 1932, à l'âge de 19 ans, il leur annonce son intention de faire carrière dans la marine. En 7 jours, je m'étais rendu à la gare. J'avais dit au revoir à ma petite amie, qui est aujourd'hui ma femme. Je m'étais rendu à Montréal et j'avais pris le bateau pour l'Angleterre. Je suis parti pendant 5 ans. L'entraînement de Debbie Pierce en Angleterre est typique de la marine d'avant-guerre, qui en pratique opérait comme une division de la flotte impériale. Chaque officier supérieur canadien apprenait à respecter les traditions de la Royal Navy. Mais ce sera une histoire différente pour la marée de recrues comme Barry O'Brien. Je suis passé devant la division navale à Ottawa, sur la rue Queen. On était à la fin de septembre 39, je pense. Je suis entré. Fred Sherwood, l'officier en charge, m'a simplement demandé « Quand pouvez-vous voir un officier médical ?» Je lui ai dit tout de suite. Il a organisé un rendez-vous et 2 heures plus tard, j'étais enrôlé avec le grade de lieutenant temporaire en période de probation. En 2 heures, Barry O'Brien était passé de mineur à officier de marine. C'était le cheminement de carrière normal dans une marine de guerre qui, en 6 ans, allait devenir 50 fois plus grosse. La plupart des marins passaient par la force de réserve de la Marine royale canadienne, qu'on appelait familièrement la Wavy Navy. De partout au Canada, les volontaires envahissent les centres de recrutement de la marine. La plupart ne savent même pas nager. Très peu d'entre eux ont même déjà vu la mer. Avant la guerre, la marine canadienne ne comptait que 1800 hommes et on exigeait de ses officiers qu'ils aient suivi des programmes d'entraînement rigoureux établis par les Britanniques. Mais parce que le temps presse, les officiers ne reçoivent que quelques semaines d'entraînement de base en espérant qu'ils apprennent ensuite dans le feu de l'action. Après s'être enrôlé à Montréal à 20 ans, Wilf Bark suit son entraînement au King's College d'Halifax. Chaque semaine ou presque, le sous-lieutenant écrit à ses parents. 9 mai. Je vous envoie une photo. C'est nous à l'école de canonnage. Ici, les jonquilles sont en fleurs, et il y en a beaucoup. Maman, quelles sont mes chances d'avoir un col roulé bleu? S'il te reste quelques vieux biscuits, n'oublie pas qu'ici, c'est ma collation favorite avant de me mettre au lit. Pendant la guerre, près de 7000 femmes vont joindre les rangs de la Marine royale canadienne. Plusieurs d'entre elles serviront dans la division des signaleurs. Margaret Brooke de la Saskatchewan était infirmière diététicienne à l'hôpital de la Marine à Saint-Jean, Terre-Neuve. Ils m'ont donné le titre honoraire de sous-lieutenant temporaire. Celles qui sont arrivées en premier ont trouvé ça très difficile. Ils étaient plutôt pressés et notre entraînement a consisté à apprendre à saluer et à mettre un masque à gaz. C'est tout. Le port de Saint-Jean à Terre-Neuve devient le nouveau foyer de ces Canadiens en mission vers l'Atlantique Nord. Dès son arrivée ici, Barry O'Brien ne peut que constater les problèmes d'entraînement de la marine canadienne. Nous approchions par le travers. Notre capitaine était un ancien de l'Académie navale des États-Unis qui avait joint les rangs de notre marine au début de la guerre. Un bon capitaine. Juste avant d'arriver, il a donné l'ordre « arrière toute ».
Mais l'ordre a pris tellement de temps à arriver à la salle des machines que nous avons continué d'aller à toute vitesse vers l'avant, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Nous avons heurté la vieille jetée. Il y avait des éclats qui volaient de partout et des épontilles qui partaient en tous sens. Pendant que des milliers de Canadiens font route vers l'océan Atlantique pour aller servir leur patrie, la marine allemande, elle, les attend. Durant la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands avaient causé de lourdes pertes aux lignes d'approvisionnement des Alliés en coulant près de 5000 navires marchands. La division des sous-marins allemands s'était bâtie une image quasi romantique par ses tactiques sournoises et ses exploits épiques. U-Boot klar zum Auslaufen. Lorsque la Seconde Guerre éclate, les services de propagande allemands cherchent à donner un nouveau souffle à cette réputation. Sieg heil den Kameraden. En dépeignant les capitaines de sous-marins comme des héros de cinéma. Le lieutenant-capitaine Horst Kessler joint les rangs des sous-mariniers allemands à l'âge de 25 ans. Il croisera le fer souvent avec la Marine royale canadienne. La vie à bord était vraiment difficile pour les hommes. Ils vivaient entassés les uns sur les autres, à l'avant du bateau. Et quand nous avions le plein de torpilles, personne ne pouvait se tenir debout. Ils étaient toujours très contents quand le commandant avait la chance de tirer une ou deux torpilles parce que ça leur donnait de l'espace pour se tenir debout. L'odeur était insupportable. On pouvait savoir qui passait à côté de vous juste par l'odeur. Mais les gens étaient jeunes. En moyenne, ils avaient 20 ans, tout au plus. Et quand on est jeune, on s'habitue à tout, même au pire. Le courage et le professionnalisme des Allemands lors de la bataille de l'Atlantique étaient en grande partie une question de leadership. L'amiral Karl Dönitz était le commandant en chef des forces sous-marines allemandes. Ses sous-mariniers lui étaient entièrement dévoués. Dans les années 30, il avait dit à Hitler « Donnez-moi 300 sous-marins et je vous gagne la guerre », une promesse qu'il est venu bien près de tenir. Les civils ne seront pas épargnés lors de la bataille de l'Atlantique. Dès le premier jour de la guerre, les sous-mariniers allemands font une démonstration de leur pouvoir meurtrier en coulant le paquebot Athenia. 112 passagers périssent. 2 semaines plus tard, il coule le porte-avions Courageous de la Royal Navy. 519 marins perdent la vie. Le 14 octobre 1939, c'est l'attaque la plus audacieuse. Un sous-marin allemand se faufile jusqu'au mouillage de la Royal Navy à Scapa Flow, dans le nord de l'Écosse, et coule le prestigieux Royal Oak, entraînant la mort de 833 hommes. Les dirigeants de la marine alliée seront foudroyés par cette démonstration de force. Ils ont tous dramatiquement sous-estimé la menace des sous-marins allemands. C'est le cas en particulier du chef de l'Amirauté du Canada, l'amiral Percy Nellis. Dans une note avant la guerre, Nellis avait prétendu que les sous-marins étaient devenus désuets à cause des nouvelles techniques de détection sous l'eau. C'était une erreur grave. L'amiral sera bientôt forcé d'admettre publiquement que la menace sous-marine doit être prise au sérieux. Rappelez-vous, pour contrer le sous-marin Bosch, il nous faut beaucoup de navires d'escorte qui travaillent en étroite collaboration avec l'aviation. Le Canada a donc besoin de tous les navires d'escorte disponibles. Pour contrer les sous-marins, on improvise et on ordonne aux chantiers maritimes canadiens de se lancer dans un programme de construction de corvettes. Des petits navires qui pouvaient être assemblés rapidement et à peu de frais. Mais pour Churchill, ces bateaux étaient dangereux et de piètre qualité. Les corvettes sortent de la ligne d'assemblage plus rapidement que les armes qui leur sont destinées. Pour les équiper, le Canada doit donc se tourner vers l'Angleterre. Les 2 premières corvettes canadiennes devront traverser l'Atlantique sans aucun moyen de défense. Nous n'avions aucun armement. Nous avons donc fabriqué un canon en bois et nous l'avons mis ici, où se trouve maintenant le canon de 4 pouces. C'était censé tromper les sous-marins si jamais l'un d'eux nous apercevait à la surface.
Au début, on les appelait les baleiniers, mais Churchill opte pour le nom plus percutant de corvette. À l'origine, ils étaient conçus pour réaliser des opérations côtières, mais pas pour l'Atlantique Nord. Ces corvettes avaient tendance à tanguer, même par petits temps. Et presque tout le monde à bord avait le mal de mer. On découvre très tôt les autres désavantages de ces corvettes instables dans l'Atlantique Nord. Le matelot Frank Curry était à bord du HMCS Kamsack. La température a commencé à baisser rapidement et soudain l'eau de mer glacée qui aspergeait le navire a commencé à geler. Une buée blanche enveloppait le navire, emballait la corvette dans la glace, couche par-dessus couche, comme une gigantesque sculpture de glace. Elle eut bientôt 1 pied d'épaisseur. Nous avons commencé à donner fortement de la bande. Le capitaine n'a fait aucun effort pour cacher la vérité. Le poids de la glace risquait à tout moment de nous faire chavirer. Nous sentions la peur de la mort en nous. Tout le monde s'est mis à la tâche, même les officiers. Nous tentions de rejoindre le port de Sydney, mais la glace continuait à se former plus rapidement que nous arrivions à la déloger. Nous avons cogné et nous avons prié. Et nous avons réussi par la peau des dents. Pour la première fois, nous avons senti le lien magique qui unit l'équipage et son bateau. Ces premiers mois sur l'Atlantique Nord en hiver se sont imprégnés pour toujours au creux de mes os, de mon être. Ils m'ont ouvert un chemin qui a tracé ma vie. Durant ce premier hiver de la guerre, les jeunes Canadiens ne sont pas les seuls à affronter l'Atlantique Nord. Les Allemands sont là aussi. Ils préparent leur première offensive. Viens, je t'invite au soleil, la nature s'éveille. C'est la fête, c'est la fête. Marché Richelieu vous souhaite de joyeux prix et de bonnes économies. Cette semaine, jeune dindon surgelé, 95 cents la livre. Sucre blanc l'antique, 2,99 $. Laitue iceberg, 69 cents. Yogourt de Lille, 3 pour 99 cents avec coupon. C'est la fête. Marché Richelieu, mon marché de tous les jours. Pourquoi les enfants ont-ils de la difficulté à s'endormir la veille de Noël? Parce qu'ils s'attendent à être gâtés? Ma petite est pas gâtée. Cette année, Marie-Ève n'a pas le cœur à la fête. Elle a trop faim pour ça. Donnez un Noël à Marie-Ève. Contribuez au Noël des enfants de la SRC de Québec. Une passion pour la connaissance et pour les phénomènes qui nous entourent. Tel est le propos de Charles Tisser et de la grande équipe de découverte le dimanche à 18h15. Parce que dans une capitale, il se passe toujours quelque chose. Parce qu'une capitale est branchée sur le monde. Parce que le monde commence chez nous. Vos nouvelles de la capitale, 7 jours sur 7, au Québec ce soir, le meilleur, à 18h. Hamburg, den 14. Februar 1939. Heute beehrte unser geliebter Führer mit seiner Anwesenheit. Un des aspects les plus frappants de la guerre en mer entre 1939 et 1945, c'est que les deux camps ont très mal évalué comment cette guerre se déroulerait. Les Britanniques et les Allemands avaient investi des sommes d'argent énormes et beaucoup de ressources dans la construction de navires géants comme le célèbre Bismarck. Mais lorsque la guerre éclate dans l'Atlantique, le choc prévu entre les armadas ennemies n'a pas lieu. En
En mai 1941, quand le Bismarck prend finalement la mer pour attaquer les convois, il ne survit pas plus de 8 jours. Il est mis hors de combat par une torpille d'un modeste bombardier Swordfish. Le Bismarck, à la dérive, sous le feu des navires britanniques, sera finalement sabordé par son équipage. De toute évidence, la frappe aérienne a été décisive. Hitler réalise son erreur et commence à mettre beaucoup plus de ressources dans la construction de centaines de U-boats qui seront beaucoup plus efficaces dans la bataille de l'Atlantique. Mais le Canada, lui, continue de mal évaluer la façon dont sera livrée la bataille de l'Atlantique. Les professionnels de la marine maintiennent leur plan d'avant-guerre qui vise à doter la marine de grands bâtiments. L'amiral Nellis et le ministre de la Marine, Angus MacDonald, engagent de plus en plus de ressources dans la construction de destroyers conçus pour escorter les navires de guerre britanniques lors des opérations de la flotte. Ils construisent toujours des corvettes, mais ils semblent plus préoccupés par le nombre de croiseurs dont ils pourront disposer après la guerre. Cette obsession pour les grands bateaux se fera aux dépens de ces hommes qu'on envoie en mer à bord des petites corvettes. Pour l'amiral Percy Nellis, les corvettes ne sont que des mesures bouche-trou, temporaires. Les équipages des corvettes sont privés des outils essentiels. Mais Nellis s'attend quand même à ce qu'il coule des sous-marins. N'oubliez pas que les U-boats sont votre proie. Détruisez-les ou ils nous détruiront. Au début de 1942, peu de temps après l'entrée en guerre des États-Unis, les sous-marins allemands pénètrent en force dans les eaux au large de la côte est du Canada et des États-Unis. Pour les hommes des U-boats allemands, cette période sera connue comme celle de la Belle Époque. Une époque où le transport maritime des Américains est complètement désorganisé et où il n'y a pas suffisamment d'escortes pour les accompagner. En tant que commandant, les ordres que nous avions étaient de couler les navires ennemis, ce qui voulait dire que nous étions intéressés dans le matériel et non dans le fait de couler les marins de ces navires, de tuer les marins qui étaient à leur bord. Au début de 1942, des bateaux coulent pratiquement chaque jour au large des côtes de l'Amérique du Nord. Pour les sous-mariniers allemands, c'est une véritable partie de chasse. Alors que le transport maritime en eau canadienne est bien escorté, le long de la côte est des États-Unis et dans les Caraïbes, la plupart des bateaux ne voyagent pas en convoi. On répète les mêmes erreurs qui ont coûté tant de vies humaines lors de la Première Guerre mondiale. Les hommes de la marine marchande paieront très cher ces erreurs. Les pétroliers et les cargos sont les toutes premières cibles des sous-marins. Et la marine marchande canadienne va perdre plus d'effectifs que tout autre service. Le Lady Hawkins était un paquebot de la Canadian National Steamships de Montréal. Le 19 janvier 1942, il fait route sans escorte entre Montréal et les Bermudes, avec à son bord du personnel militaire et des civils. Sur le bateau, les matelots ont un mauvais pressentiment. Ils soupçonnent la présence de sous-marins allemands dans le secteur. Le matelot Léo Riviera ainsi que ses frères Austin et Orville étaient à bord. J'ai terminé mon quart à 11 heures ce soir-là. Et je suis descendu à ma cabine qui se trouvait au niveau de la ligne de flottaison, là où couche à peu près tout l'équipage. Orville est descendu vers 11h30 ce soir-là. Il m'a dit, « Léo, viens, ne reste pas en bas ici. » Moi, je l'ai toujours considéré comme un meneur. C'est lui qui m'a emmené en mer, alors je n'ai pas posé de questions. Nous sommes entrés dans le salon des premières classes et il a dit, « Étendons-nous sous l'une de ces tables. » Vers 2 heures du matin, juste au moment où je sombrais dans une espèce de sommeil, nous avons entendu la première explosion. Et toutes les fixtures de la salle à manger, le plâtre et les lumières se sont détachées, le plafond a commencé à tomber, puis la deuxième torpille a explosé.
Le navire sombre rapidement et 250 passagers périssent. Léo Riviera sera un des rares à pouvoir embarquer à bord d'un canot de sauvetage. Il dérivera pendant des jours. Puis mon frère Austin s'est mis à délirer. Il voulait sauter par-dessus bord. Il fallait le retenir. J'ai dû le forcer à rester au fond du canot. Durant la nuit, Orville s'est tourné vers moi et a dit « Léo, je pense qu'Austin est mort. » Non, mon vieux, il dort tout simplement. Mais Orville a dit « Non, j'ai touché ses yeux, je suis certain qu'il est mort. Mais ne dis rien. » Au lever du jour, nous l'avons annoncé au second. Il a dit « D'accord, levez-le. » Alors ils l'ont levé, ils ont enlevé sa veste de steward. On me l'a donnée parce que je n'avais pas de veste. Il y avait une femme sur ce bateau. Je pense que c'était Madame Parkinson. Elle était missionnaire. Elle a dit une prière et entonné un cantique. Puis le second a dit « Passez-le par-dessus bord. » Les secours arrivent finalement au bout de la 5e journée. Les survivants sont récupérés et emmenés à Porto Rico. La plupart souffrent d'engelures graves et à cause de la gangrène, plusieurs doivent subir des amputations. Le long de la côte Est, durant l'hiver et le printemps de 1942, des milliers de marins connaîtront un sort identique. Vous savez, sortir des survivants de l'eau, certains couverts d'huile, trempés, gelés, à moitié gelés. J'ai toujours pensé que les marins marchands étaient les vrais héros cachés de la guerre. Chaque navire marchand avait ses propres embarcations de sauvetage, capables d'embarquer tout l'équipage. Mais lorsqu'un bateau était torpillé, il arrivait parfois qu'on ne puisse mettre à la mer qu'une seule embarcation sur 4. Le problème, c'était le carburant qui s'écoulait du navire torpillé. Lorsque vous en étiez couvert, vous couriez de graves dangers. Vous pouviez perdre la vue presque complètement. Les marins marchands qui étaient torpillés s'accrochaient aux morceaux d'épave. Le lieutenant Hal Lawrence était à bord du HMCS Moose Jaw. 5 minutes dans l'eau glacée, c'était le maximum qu'un homme pouvait endurer. La mort était pratiquement sans douleur. C'est ce que les médecins nous ont dit. Je suis encore hanté par le souvenir de ce type à l'agonie que je tentais de faire embarquer dans un des canots de sauvetage du Moose Jaw. Son bras m'était resté dans les mains. En 1942, la marine canadienne assure non seulement la protection des convois le long de la côte Est, mais elle exécute également une des tâches les plus cruciales de toute la Seconde Guerre mondiale, maintenir la ligne d'approvisionnement vers l'Angleterre assiégée. Les nazis tentaient de couper cette ligne d'approvisionnement et de forcer l'Angleterre à la soumission. Les sous-marins allemands sont en fait plus rapides en surface qu'en plongée, et c'est de cette façon qu'ils attaquent, la nuit. Leurs cibles de prédilection sont les pétroliers qui transportent le carburant qui fait si cruellement défaut à l'Angleterre. En dépit de tout ce qui joue contre eux, les groupes d'escorte canadiens réussiront à mener à bon port la grande majorité des convois entre le Canada et la Grande-Bretagne. Arrivés là, les navires canadiens remontent la rivière Foyle en Irlande du Nord jusqu'au port de Londonderry. C'était toujours une grande sensation de venir jusqu'ici. On avait cette impression de tranquillité après avoir quitté l'océan, après avoir probablement vu la veille ou 2 jours plus tôt des pétroliers exploser, des navires couler. Nous remontions cette charmante rivière jusqu'ici et ce qui m'impressionnait le plus, c'était les pelouses vertes qui descendaient jusqu'à la rive. C'était tout simplement merveilleux.
En venant ici, nous cherchions toujours le Boom Hall où les femmes de la marine avaient leur quartier. Elles nous envoyaient la main et certaines d'entre elles nous saluaient parfois à la fenêtre avec leur slip. C'était toujours une gratification supplémentaire. À Londonderry, les Canadiens se rendent compte qu'ils sont très populaires. Ils ont une meilleure paye que les marins britanniques, ce qui leur donne plus de chance avec les filles. Dans les pubs de Londonderry, aujourd'hui, des hommes comme Norman Echoven en parlent encore. Vous débarquiez tous ici pendant la guerre et nous, quand on allait aux salles de danse du coin, aucune des filles de la place ne voulait danser avec nous. Les équipages canadiens ont la réputation d'être pleins d'entrain et les marins sont souvent trop bruyants selon les critères de la marine britannique. Les officiers canadiens ont longtemps été imprégnés des traditions de la Royal Navy que cherchaient à leur inculquer leurs confrères britanniques, notamment en ce qui a trait à la distance à maintenir entre les officiers et les matelots. La résistance des Canadiens au style collet monté des officiers britanniques se fait plutôt de façon bon enfant. Wilf Bark. Nous avions décidé de ne pas en parler. Vous auriez été plutôt surpris si en débarquant du train à Bonaventure, je vous avais parlé d'un voyage infiniment brutal, non? Pas de danger. Impossible. Don't worry. No chance. Mais sur les ponts inférieurs des navires canadiens, la turbulence des matelots volontaires détonne avec les traditions strictes et la discipline de la marine britannique. Un incident se produit à bord de la corvette de Frank Curry. Après des semaines et des semaines de dur boulot, sans possibilité de permission en vue, à endurer souffrance par-dessus souffrance, l'équipage a eu du mal à accepter qu'on apporte du pain frais à bord pour les quartiers des officiers et qu'on ne nous laisse que les restes durs et rassis de ce qui passait pour du pain sur les ponts inférieurs. Nous sommes venus bien près de craquer. Malheureusement, certains membres de notre équipage se sont défoulés. Ils ont pris congé du navire pendant quelques heures lors d'une escale au port. Alors est arrivée l'ultime humiliation. Un conseil de guerre sur le navire. On a déchiré le ruban du béret du pauvre matelot, ses écussons. On l'a dépouillé de son identité de marin de la marine canadienne de Sa Majesté. Nous savions très bien que cette démonstration de force était la méthode choisie par la marine pour nous forcer à rentrer dans le rang. En fait, on cherche à endurcir les hommes qui ont rallié les rangs de la guerre en mer. Le commandant en chef britannique sur le flanc ouest de l'amiral Sir Max Horton se rend à Londonderry pour rappeler aux marins ce qu'il attend d'eux. Je me rappelle d'une des choses qu'il a dites. Si vous apercevez sur l'eau des survivants d'un sous-marin allemand, faites marche arrière et coupez-les en deux. Heureusement, je n'ai jamais eu à le faire, et je ne pense pas que j'aurais un jour donné ce genre d'ordre. Mais il a dit que c'est ce qu'ils allaient nous faire à nous. Il nous a vraiment ancré des choses en tête. Dès le début, les forces navales britanniques et canadiennes s'attendent à une victoire décisive et rapide dans la bataille de l'Atlantique. Mais ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Les hôtels Jarreau vous proposent leur forfait ski, comprenant le coucher, le petit déjeuner et le billet de ski à partir de 30 $ par personne. Et oui, offrez-vous Québec et son ski et profitez d'une bonne nuit à l'un des 4 hôtels Jarreau, soit l'Auberge Sainte-Foy, l'Hôtel Québec, l'Hôtel Plaza et le Québec Inn. Pour information, 1-800-567-5276. Faites du ski et découvrez le confort des hôtels Jarreau. Le forfait ski à partir de 30 $ par personne. Une collaboration du centre de ski Stoneham. Sous la couverture, il y a la passion. Vous êtes un fameux séducteur. Voilà. C'est peut-être un personnage de chair, de sang. Ça nous fait jouir intellectuellement. Suzanne Lévesque et Jean Fugère animent Sous la couverture, dimanche 16h. Comment faire de l'amour de l'art un amour de jeunesse? On en parle avec ceux et celles qui ont mis leur talent au service des jeunes à Scène de la vie culturelle, vendredi, 21h.
pour que les jeunes sans-abri puissent recevoir un peu d'aide. Cette année encore, Dan Bigra et plusieurs artistes montent sur scène pour présenter le show du refuge, dimanche 20h. Vendredi, c'est le Noël des enfants. Pour suivre l'opération, branchez-vous à la radio CBV 980 de 6h à 10h ou à la télévision de la SRC de 7h30 à 8h30. Gagnez une bibliothèque de livres d'art du Musée du Québec d'une valeur approximative de 500 $. Écoutez l'émission aux premières loges à 15h à la radio CBV 980 et participez au concours sur l'exposition Images d'Épinal. Cette semaine à l'Écuyer, je reçois Ginette Renault, Roy Dupuis, Christian Duguay et Éric Villeneuve. L'Écuyer, jeudi 21h. Jusqu'au milieu de 1942, les choses vont bien pour la marine canadienne dans la bataille de l'Atlantique. Puis, les sous-marins allemands ouvrent un nouveau front, le fleuve Saint-Laurent. Voici ce que montrent les films de propagande canadiens de l'époque. Il y a 8 ans, dans leur plan pour la conquête du monde, les dirigeants nazis ont identifié la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Les U-boats allemands allaient couper cette grande artère de la vie économique du Canada. Mais les chasseurs et les corvettes sont à leur trousse, avec leurs lanceurs de charge et leurs canonniers, prêts à entrer en action. La bataille du Saint-Laurent ne durera que quelques mois et le Canada ne fera pas de film de propagande sur l'issue des combats. En fait, les jeunes marins canadiens ne savent pas du tout dans quoi ils s'engagent. Will Clark. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce nouveau travail est sécuritaire à 99%, c'est intéressant et ce n'est pas plus dangereux que de conduire une voiture. La bataille du Saint-Laurent commence le 11 mai 1942 lorsque le U-boat allemand U-553 croise le cargo Nicoya qui fait route entre Montréal et l'Angleterre. Avec 2 torpilles, il l'envoie par le fond. Quelques heures plus tard, à 17 000 au nord du cap de la Madeleine, le même U-boat coule le vapeur Leto d'une seule torpille. Encouragé par ses premiers succès, l'amiral Dönitz envoie d'autres sous-marins à la poursuite de nouvelles cibles dans le fleuve Saint-Laurent. Le 27 août 1942, le transporteur de troupes américain Chatham est torpillé par le U-517. Le lieutenant-capitaine Paul Hartwig est le commandant du sous-marin allemand. J'ai dit à mon équipage, n'oubliez pas que nous sommes au service de l'Allemagne, mais que l'ennemi, lui, se bat avec honneur pour sa cause, et que nous allons peut-être être les prochains à être coulés. Les corvettes canadiennes assignées à la poursuite des sous-marins se fient à l'ASDIC Sonar, une sorte d'émetteur-récepteur radio sous-marin installé dans une minuscule cabine à proximité de la passerelle. Souvent, il s'agissait d'une tâche très fastidieuse, rester assis à écouter des petits bips sonores et ainsi de suite. Mais quand vous aviez un contact, alors l'adrénaline se mettait à circuler et ça devenait très excitant. Et vous étiez prêt à l'attaque. Quand on entendait ce bruit-là, c'était comme si quelqu'un avait lancé une poignée de gravier contre la coque. Nous savions immédiatement qu'ils étaient à notre recherche. Nous avions alors tous très peur. Le 2 septembre 1942, le long de la côte du Labrador, le sous-marin de Paul Hartwig est surpris à la surface par la corvette canadienne HMCS Weyburn, qui vire de bord pour éperonner le U-boat allemand.
Nous avons vu le navire d'escorte virer de bord pour nous attaquer. Mais j'ai quand même gardé le cap pour lancer des torpilles contre un pétrolier. Le navire d'escorte a ouvert le feu, mais nous avons plongé sans être touchés. J'ai vraiment été surpris qu'ils ne partent pas rapidement à ma recherche. Le Weyburn est bel et bien à la recherche de Hartwig, mais les mauvaises conditions dans le Saint-Laurent compromettent le balayage de l'Asdic Sonar. Les variations de température entre les différentes couches d'eau salée et d'eau douce rendent presque impossible la détection de sous-marins. Le 11 septembre 1942 se produit un incident qui illustre de façon tragique le manque de préparation de la marine canadienne pour la bataille du Saint-Laurent. La corvette HMCS Charlottetown prend en charge un convoi à Sydney en Nouvelle-Écosse et remonte le fleuve. Puis elle vire de bord à la hauteur de Rimouski et prend la direction du Golfe. Le Charlottetown ne respecte pas les mesures les plus élémentaires de protection. Il ne navigue pas en zigzagant, une erreur grave. La corvette fonce droit dans la mire du capitaine Paul Hartwig. Ça nous a pris à peu près 1 minute pour lancer notre torpille. Nous avons entendu l'explosion très rapidement. Sur chacune des charges sous-marines transportées par les corvettes, on trouvait une amorce qui n'était censée être actionnée qu'au moment d'utiliser la charge. C'était toujours très dangereux quand les charges sous-marines n'étaient pas sécurisées, que le navire était torpillé et que les matelots et les officiers passaient par-dessus bord. Parce que quand les charges n'étaient pas sécurisées, elles explosaient. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts à cause de cela pendant la guerre. Les charges explosaient et les gens dans l'eau explosaient aussi. Sur la corvette Charlottetown, une autre erreur tragique. Les charges sous-marines n'étaient pas sécurisées. Pauvres bateaux. Beaucoup de leurs marins ont été tués par leurs propres charges sous-marines. Personne n'aurait pu leur venir en aide. Le gouvernement canadien réalise qu'il est en train de perdre la bataille du Saint-Laurent. À la mi-septembre 1942, après 15 navires coulés, la marine annonce que le fleuve sera désormais interdit à la circulation des convois transatlantiques. Mais d'autres combats s'annoncent dans les eaux canadiennes alors que les sous-marins allemands se rassemblent dans le Golfe. Le SS Caribou assure le service régulier de traversée entre Sydney en Nouvelle-Écosse et Port-au-Basque à Terre-Neuve. Le 13 octobre 1942, il y a 191 passagers à son bord, dont Margaret Brooke et son amie Agnès Wilke, qui retournent à Terre-Neuve après des vacances dans l'Ouest canadien. Nous n'avions pas peur en embarquant sur le Caribou. C'est toujours mieux de dormir tout habillé, on ne sait jamais. Mais pour une raison ou pour une autre, nous avons enfilé nos pyjamas, puis nous nous sommes mis au lit. L'équipement des navires d'escorte de la marine canadienne dans le Golfe Saint-Laurent est parfaitement inadéquat. Le Caribou navigue avec un seul navire d'escorte qui n'a pas le moindre radar à bord. Il est détecté par un sous-marin allemand à 50 000 au large du Cap-Breton, puis identifié comme transporteur de passagers et coulé d'une seule torpille. Avec une douzaine de personnes, nous avons atteint un canot de sauvetage qui avait chaviré. Nous étions à moitié dans l'eau, à moitié au sec. Durant la nuit, les vagues les ont emportés les unes après les autres. Agnès m'a dit qu'elle avait des crampes. Elle s'est laissée aller, mais j'ai réussi à la rattraper et à la retenir jusqu'au lever du jour. Elle a finalement été emportée par une vague. Lorsque j'ai appelé, elle ne m'a pas répondu. Les hommes ont bien essayé de la rattraper. Mais elle est partie à la dérive. Trois jours plus tard, le ministre de la Marine, Angus MacDonald, confirme le naufrage du SS Caribou et la mort de 137 de ses passagers.
La bataille du Saint-Laurent est terminée. L'Allemagne vient de remporter une victoire décisive. 21 navires coulés, 259 personnes tuées. Les Allemands, eux, n'ont pas perdu un seul sous-marin. Les pertes dans le Saint-Laurent entraînent immédiatement une augmentation du recrutement, mais dans le chaos de 1942, peu de gestes seront posés pour faire face aux problèmes d'entraînement et d'équipement qui ont contribué à cette embarrassante défaite aux portes mêmes du Canada. Les dirigeants des forces navales canadiennes sont inquiets des conséquences politiques de ce désastre dans le Saint-Laurent et cherchent une façon de présenter l'affaire sous son meilleur jour. Chaque semaine, Robert Guiscully nous propose des rencontres exceptionnelles. Dans un climat chaleureux et intimiste, ces invités se révèlent et partagent leur vision du monde. Scully rencontre, dimanche 11h30. Ils ont une mission extraordinaire. Ils mettent toute leur énergie, tout leur savoir-faire et leur courage à explorer avec vous une étonnante planète, la nôtre. La course Destination Monde, dimanche 17h, à Radio-Canada. Bien avant les années folles et le vote des femmes, Alice Guy Blaché était déjà une pionnière du cinéma. Le Jardin oublié, le récit d'une vie peu ordinaire, au beau dimanche, 21h. Comme lever, le bon matin, j'ouvre la télé, je fais le plein, du temps qu'il fait, de celui qui est ici, du monde tel qu'il est, tel qu'il sera, des choses, des morts, toutes sortes d'histoires, je fais le plein. À Noël, on n'hésite pas à s'offrir une petite folie, une gâterie. C'est l'occasion et puis ça fait tellement plaisir. Mais ça serait quoi d'en mettre juste un petit peu plus pour partager avec un enfant démuni? Le Noël des enfants, le 15 décembre. Vous aimez la musique de Noël? Les Violons du Roi, Le Soleil, la radio FM de Radio-Canada vous invite gratuitement au concert des Violons dans la nuit à l'église Saint-Sauveur le samedi 16 décembre à minuit. Je veux que ça freak dans les salons. On a des mouchoirs pour toi. On a des petites pastilles. Un gros kiff sur moi, ça c'est évident. C'est vraiment ça. En ce moment, je suis sur la scène du Gala de la Disque qui vient de se terminer. Vous avez vu vos artistes monter au 7e ciel, mais il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Je vous invite donc à regarder la Disque en coulisses le 17 décembre à 19h. Trac, gaffe et fou rire, tout ce que vous n'avez pu voir derrière les rideaux du Gala de la Disque. À l'automne 1942, les choses se présentent plutôt mal pour la Marine royale canadienne. Après l'annonce de tous ces torpillages dans le fleuve Saint-Laurent, le Canada se voit forcé d'abandonner le transport transocéanique. Mais le gouvernement présente les choses autrement. Les films de propagande du Canada donnent l'impression que c'est la marine canadienne qui est en train de gagner la guerre. En réalité, pour chaque sous-marin perdu, les Allemands coulent une douzaine de navires, mais les Canadiens se font dire que c'est leur marine qui fait payer le prix fort à l'ennemi. And there she goes, with another Nazi who hung on too long. Chaque victoire est soulignée de façon théâtrale. Cette affiche, publiée en 1942, illustre la capture du U-94 dans les Caraïbes par l'équipage du HMCS Oakville, dirigé par le lieutenant Hal Lawrence. Il n'y avait pas eu beaucoup de bonnes nouvelles dans la presse canadienne à propos de la guerre en mer. En fait, elles étaient presque toutes mauvaises. Mais la bataille entre le Oakville et le U-94 avait tout pour faire rêver un éditeur de journal. La mer des Antilles, un arraisonnement général, des sous-marins cachés, les U-boats étaient toujours cachés.
nos sous-marins, eux, étaient vaillants, rapides et silencieux. J'étais un jeune vétéran de l'Atlantique Nord. Il était temps que le public américain et canadien ait enfin de bonnes nouvelles. Mais la plupart des marins canadiens savent que la réalité de la bataille de l'Atlantique est moins reluisante. La marine canadienne escorte beaucoup de convois à travers l'océan jusqu'en Angleterre, mais dès qu'elle rencontre l'ennemi, elle devient vulnérable. Au tout début de la guerre, son manque de préparation avait pourtant paru flagrant lors de cet affrontement avec un avion allemand survenu au large des côtes britanniques. Pendant l'attaque sur les navires canadiens, des hommes qui n'avaient aucune raison d'être sur le pont étaient accourus pour voir ce qui se passait. Les tirailleurs volaient dans toutes les directions, causant des pertes dans leur propre rang. En tentant de sauver la vie d'un homme qui avait été blessé à l'épaule, Barry O'Brien passera un de ses plus pénibles moments de toute la guerre. Nous avons donc attaché Robertson à la table en le déshabillant jusqu'à la taille. Le médecin a ouvert le livre des amputations et a commencé à lui découper le bras. Chaque fois qu'il prélevait une tranche, il tournait une autre page. C'était quelque chose de nouveau. Il n'avait bien sûr jamais fait cela de toute sa vie. Avant le début de l'opération, il avait dit « Maintenant, qui va agir comme anesthésiste ?» Il n'y avait pas de volontaire, alors j'ai dit « Je vais le faire ». Alors il a dit « Voici le masque pour l'éther. Mets un nombre X de gouttes sur le masque et pendant l'opération, je vais te dire de mettre d'autres gouttes si nécessaire. » L'opération a duré environ 2 heures, mais lorsqu'ils ont commencé à attaquer le bras, il portait une veste molletonnée grise comme celle-ci, j'ai remarqué qu'on pouvait apercevoir des morceaux de sa veste qui avaient été enfoncés par l'éclat très profondément dans son bras. Plus on faisait des incisions, plus ça devenait apparent. Au bout de 2 heures, il luttait inconsciemment pour rester en vie. On le voyait par sa poitrine. Des efforts gigantesques. C'était un grand et costaud garçon, et vous pouviez voir sa poitrine qui montait et qui descendait. Et à la fin, pratiquement en même temps que la dernière incision, quand ils ont fini par sectionner le bras, le pauvre Robertson est mort sur la table. Les choses ont été plutôt tranquilles après. C'était la première fois que nous nous trouvions dans ce genre de situation. La première où nous perdions un homme. Et cela a jeté une sorte de voile sur l'équipage. C'est à peu près tout. Ce n'est pas aussi amusant qu'avant, mais à vrai dire, je ne me plains pas de grand-chose. Au moins, nous savons que nous allons pouvoir arpenter la gare Bonaventure avant quelques mois, alors que plusieurs gars devront attendre leur tour. Et ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même chose que nous. Je vous embrasse. Je tendrai peut-être la pelouse bientôt. Oui. Peu de temps après avoir écrit cette lettre, Wilf Bark meurt lorsque son navire saute sur une mine allemande. Une fois encore, l'explosion des charges sous-marines à bord de la corvette aura accru le nombre des victimes. À Montréal, le père de Wilf reçoit une lettre du ministère de la Défense nationale. « Cher monsieur, le ministère a le grand plaisir de vous transmettre par la présente un certificat de la citation à l'ordre accordé à votre fils, feu le sous-lieutenant Wilfred Bark, pour services loyaux rendus à l'occasion du naufrage du HMCS Weyburn. 6 juin, vous trouverez une feuille de chêne en bronze, l'emblème de la citation à l'ordre. Nous espérons que ceci puisse vous apporter un peu de réconfort dans votre chagrin. » Les victimes de la bataille à bord de la corvette de Barry O'Brien sont ramenées sur la terre ferme à l'île de Lewis, au large de la côte nord de l'Écosse. Plus de 50 ans plus tard, Barry et sa femme Frances visitent le cimetière pour la première fois. Il s'arrête devant la tombe d'un jeune homme de Watrous en Saskatchewan, Donald Robertson, mort le 12 avril 1941 à l'âge de 20 ans.
Après 3 ans de guerre, le Canada a déjà perdu près de 1500 jeunes marins, parmi lesquels plusieurs amis de Barry O'Brien. Pendant la seconde moitié de la bataille de l'Atlantique, le vent va tourner en faveur des Alliés. Mais beaucoup d'autres Canadiens perdront la vie avant de trouver le repos éternel, loin de leur patrie. Mardi, le 2 janvier prochain, nous vous présenterons le 2e volet de cette série, cette fois sur le rôle parfois injuste qu'on a confié aux Canadiens durant la bataille de l'Atlantique. Comment des dizaines de milliers de jeunes ont appris, souvent à leurs dépens, à devenir des guerriers. Bonne fin de soirée, à bientôt.